L'intercession des petites lèvres, c'est là où se trouve ce que nous appelons les clitos. Les clitos. De référence de Makala, Dr Maya Ounatouni, envoyé spécial de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable à Beth aussi, femme du groupe WhatsApp Femmes Santé, distingués invités à outils et qualités respectives. Bonjour. C'est avec une émotion particulière que nous ouvrons ici, dans cette belle salle de conférence au Monékoso, au sein de l'Université de Kinshasa, notre première conférence au débat en présentiel du groupe Femmes et Santé. Une émotion particulière, pourquoi? Parce que jusque-là, les interventions de éminents docteurs, comme le docteur Malédé, le docteur Goma, le docteur Luka Oumenet, ne se passaient qu'en ligne. Certaines questions étant posées en privé au docteur Malédé et non directement dans le groupe, a fait en sorte que l'idée de pouvoir tenir cette conférence en présentiel sous le thème « Règles, sujet tabou ». Nous rappelons qu'en ce jour, le groupe WhatsApp Femmes et Santé compte plus de 1000 femmes d'ici et d'ailleurs. Ceci étant dit, avant de laisser la place à nos différents intervenants, nous allons appeler pour le mot de circonstance le docteur Didier Yanga sous vos applaudissements. Messieurs, estimés consoeurs et confrères, grande est notre joie de vous voir ici de votre présence dans cette matinée scientifique autour d'un sujet combien pertinent, règles, sujet tabou. En effet, face à cette culture de silence sur les règles et ses conséquences néfastes, tant psychologiques que physiques, sur le vécu quotidien de la femme, nous avons jugé bon d'apporter notre contribution au brisement de ce silence. On parle de tabou sur les règles à cause de l'omerta, la loi du silence qui règne autour des sujets des menstruations et du cycle féminin, sujets qui peinent à trouver leur place dans le quotidien. Dans plusieurs cultures à travers le monde, il est dit que le sang de règle est sain. Ainsi, la femme en période de menstruation est automatiquement considérée impure. Il a été inculqué à la femme depuis sa tendre enfance de ne pas parler de ses règles et donc de ne pas se plaindre des douleurs ressenties. Or, dans cette voie qui se tait, peut se cacher une maladie encore plus grave. Le tabou autour de règles va parfois plus loin. Il y a beaucoup de stigmatisation, des préjugés et des superstitions. À l'exemple, en France, pour une femme qui a ses règles, il existe une expression, rater la mayonnaise. En Inde, cette femme n'a droit ni à la cuisine, ni d'aller au champ. Dans notre pays, une femme avec des règles ne peut pas préparer, surtout pas le fou. Ainsi, lorsque la femme a ses règles, elle est appelée à ne rien laisser paraître. Des douleurs, des crampes menstruelles, des migraines, la protection hygiénique. Beaucoup d'inconforts et de désagréments sont passés sous silence. Plus nous gardons le silence, plus nous abandonnons une multitude de femmes à leur triste sort, exposées à des traitements humiliants et au risque de développer des maladies de femmes sans pour autant accéder à des soins de santé appropriés en temps utile. Donc, avec cette conférence, nous voulons conscientiser la femme, la jeune fille, mais aussi l'homme, le jeune homme, à adopter une vision plus humaine, plus valorisante de la personne féminine en rapport avec les règles. En leur faisant comprendre ce que sont en réalité les règles et leur fonctionnement. En montrant à la femme les bons réflexes à avoir face aux douleurs des règles, car il y a de ces douleurs qui sont en réalité les symptômes d'une maladie. Enfin, en informant la femme sur les meilleures manières d'entretenir son hygiène corporelle
pendant ou en dehors des règles. Mieux la femme, mais également l'homme, sont informés sur les règles, mieux ils comprennent ce qui se passe en réalité. Mieux ils peuvent arriver à en parler d'une manière appropriée, sans heurter la sensibilité, et de ce fait, arriver même à prévenir certaines maladies féminines, le cas échéant, leur éviter une prise en charge tardive, lourde de conséquences. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente suite de différents week-ends qui seront développés par nos différents intervenants. Nous vous remercions. C'est à cause du tabou qui est autour de règles. Et ensemble, aujourd'hui, nous voulons briser ces tabous. Je dirais que le service de marketing ne nous ont pas du tout aidés. Et ils veulent nous maintenir dans ces tabous autour de règles. Je vais m'expliquer. Quand on fait passer les publicités sur la bande hygiénique, très souvent on représente les sangs par un liquide bleu, alors que la femme ne règle pas les sangs bleus. Ça, il faut qu'on se le dise. On apprend aux femmes à avoir honte de son corps, d'avoir honte de son cycle menstruel. Alors qu'une fille devient femme lorsque elle a ses premières règles. Est-ce que la femme est victime de ses hormones ou de son corps? Je veux qu'ensemble nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est le règle et le mécanisme de règle c'est quoi. Cela n'intéresse pas seulement la femme, mais l'homme aussi est intéressé à ce sujet. C'est quoi le règle? Chaque mois, l'utérus, ou soit la matrice, se prépare à porter un enfant sous l'influence des hormones, estrogène ou progestérone. Et l'utérus se modifie, ou soit la matrice se modifie. En fin du cycle, s'il n'y a pas de fécondation, les tapis utérines ou soit la membrane interne de l'utérus se détache comme une peau morte, et cette desquamation s'accompagne d'une hémorragie. Donc c'est cette hémorragie-là que nous appelons règle. Voilà, je vais l'expliquer. L'anatomie de la femme. L'anatomie de l'appareil génital interne de la femme. Ce que nous voyons ici, c'est ce qu'on appelle matrice. Matrice ou soit l'utérus. Ici, c'est le tronc et nous avons l'ovaire de ses côtés. Chaque mois, l'ovaire libère l'ovule. Et l'ovule passe au niveau du pavillon de la trompe en attendant la sémence de l'homme, soit le spermatozoïde, pour une fécondation. C'est par ici que nous commençons. Tous nous sommes passés par ici. La maman a libéré l'ovule. Cet ovule a été en contact avec le spermatozoïde et il y a une fécondation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une femme est encore vierge, comme moi bien sûr? Quand une femme vierge n'a pas eu de rapport sexuel, c'est-à-dire que les spermatozoïdes n'étaient pas en contact avec l'ovule que la maman avait libéré. Pendant la libération de l'ovule, l'utérus, ou soit la matrice, se prépare à accueillir l'enfant. C'est comme une dame qui porte une grossesse. Elle se prépare pour accueillir cet enfant. Elle fait la laïette. Elle achète des draps pour porter cet enfant. C'est ce que la matrice fait. Donc elle se prépare,
l'endomètre, ou soit la partie interne de l'utérus, va prendre le volume pour accueillir l'enfant après fécondation. Maintenant, quand il n'y a pas eu fécondation et que l'ovule n'a pas été en contact avec les spermatozoïdes, cette membrane qui s'était développée au niveau de l'utérus pour accueillir l'enfant va se desquamer et il sera libéré par le sang et c'est ce qu'on appelle règle. Donc en fait, le règle c'est juste la desquamation de l'endomètre ou soit de la membrane interne de la matrice qui s'était préparée pour accueillir l'enfant, mais il n'y a pas eu fécondation. Parce que l'ovule libéré par la femme n'était pas en contact avec les spermatozoïdes et cette membrane se desquame et c'est ce qu'on appelle règle. Donc ensemble avec vous, vous allez comprendre que la femme, normalement, n'a pas besoin d'avoir honte de ses règles. Parce que c'est mon corps qui fonctionne comme normalement. Par contre, on devrait être fier de ces règles parce que c'est un super pouvoir, je veux dire un super pouvoir que l'homme n'a pas. L'homme ne peut pas donner son corps pour les récupérer. Mais la femme, par contre, elle donne son corps, donc l'endomètre, ou soit la membrane interne de la matrice, ça prend des volumes, ça se desquame, ça devient le règle, et le mois prochain, ça peut encore prendre des volumes, soit se développer, pour se desquamer encore, ainsi de suite. Ici, nous voyons l'endomètre est là, vous voyez que la membrane est trop fine, mais avec le cycle menstruel, l'endomètre prend du volume avec les temps, c'est pas un neige. Vous prenez les antibiotiques. Les femmes qui prennent les antibiotiques chaque mois, après le règle, vous êtes vraiment exposés. Parce que plus on prend des antibiotiques, plus le risque est de faire émerger les bactéries résistantes s'accroît. Et ces derniers rendent le traitement d'antibiotiques ultérieurs moins efficace. Je vais m'expliquer. Chaque mois, je prends des antibiotiques alors que je ne fais pas une infection. Les jours où je veux faire une infection, quand je veux prendre les antibiotiques, il y aura une résistance. Ces antibiotiques-là ne vont pas agir. Et les antibiotiques peuvent tuer les bactéries vulnérables dans l'organisme, mais laisser certaines bactéries résistantes se développer et se propager. Quand je prends les antibiotiques chaque mois, cela va tuer même les antibiotiques qui nous protègent, qui ne protègent la femme. Parce qu'au niveau du canal vaginal, nous avons des bactéries qui nous protègent pour ne pas faire des infections à répétition, ou soit des infections vaginales. Mais quand moi je prends les antibiotiques chaque mois, alors qu'il n'y a pas eu d'infection, ces antibiotiques peuvent même tuer les bactéries qui me protègent. Et à ce moment-là, je suis exposée à faire des infections à répétition. Et les antibiotiques réduisent les défenses immunitaires en empêchant le corps de se défendre tout seul. Nous avons des soldats qui combattent pour nous. Ce sont les défenses immunitaires ou soit les globules. Ça nous aide. Quand je suis attaquée par une infection, mon corps combat d'abord en premier, avant même les antibiotiques. Mais quand vous prenez les antibiotiques chaque mois, vous réduisez cette défense immunitaire. Donc c'est pour dire que la femme est vraiment exposée quand tu prends les antibiotiques abusivement après chaque règle. Merci pour votre attention. C'est une conférence débat, c'est-à-dire que si vous avez des questions,
vous allez le poser à la fin, après nos 3 interventions. C'est-à-dire, comme le docteur Malé déjà l'exposé, et que vous avez une question, vous pouvez déjà le noter, vous mettez peut-être entre parenthèses le docteur Malé. Et à la fin, lorsqu'on va lancer le jeu de questions-réponses, c'est alors que vous aurez droit à poser votre question. Voilà, nous allons passer à notre deuxième intervenant. C'est un médecin que j'aime beaucoup. Elle donne de sa vie à étudier pour les femmes. C'est un médecin gynécologue que j'apprécie beaucoup. Elle va nous expliquer le deuxième sous-thème, hygiène de la femme, sous vos applaudissements, le docteur Kadigo. Nous allons exposer quelques minutes sur l'hygiène corporelle de la femme. C'est pas vrai? Ça va? Nous allons exposer quelques minutes sur l'hygiène corporelle de la femme. Au fait, il y a plusieurs types d'hygiène. Il y a l'hygiène de vie, ça va? L'hygiène de vie, hygiène vestimentaire, hygiène alimentaire et l'hygiène corporelle. Et nous allons nous appesantir un peu plus sur ça. Et l'hygiène corporelle, comme on l'a dit, c'est un ensemble de mesures pour préserver la propreté de nos teguments par le nettoyage de la peau avec de l'eau et certains produits. Et pourquoi cette hygiène est importante? Elle est importante pour nous parce qu'elle a 2 dimensions. Sa première dimension, elle est sanitaire. En faisant une bonne hygiène corporelle, elle nous permet de prévenir les irritations, les inflammations de la peau, de diminuer la transmission des maladies et permet aussi un bon fonctionnement de la peau qui doit respirer et libérer certaines sécrétions. Et sa dimension relationnelle est que quand on a une bonne hygiène corporelle, ça assure un confort et un bien-être pour la femme. Elle est très contente, elle est très belle devant tout le monde. Au même moment, ça la met en assurance par rapport aux autres membres de la société. Et nous avons quelques gestes hygiéniques à faire tous les jours. Une douche au quotidien, les soins de nos cheveux, les soins du visage, les soins des mains, l'hygiène intime, les soins de pieds. C'est juste quelques gestes, il y en a plusieurs. Une douche journalière nous permet d'éliminer les cellules mortes parce que chaque jour, les cellules se renouvellent et il faudrait éliminer les autres. Alors, en faisant notre douche, nous éliminons et libérons et les nouvelles cellules peuvent croître comme il faut. Et de même, le sébum qui s'accumule sur la peau est éliminé et cela empêche aux bactéries de pulluler sur notre corps. Mais il arrive des fois que nous ne faisions pas notre douche correctement comme il faut et cela peut au fil du temps entraîner des mauvaises odeurs parce qu'il y aura implantation des bactéries qui sont inhabituelles. La peau a ces bactéries déjà habituelles. Mais quand on ne fait pas de douche avec tout ce qu'il y a comme la pollution, tout ça, il y a des bactéries qui s'accumulent non habituelles et cela va entraîner des mauvaises odeurs sur la peau. De même, nous pouvons avoir des infections. Il y a plusieurs types d'infections. Pardon? Ça va? Comme ça? Merci. Nous pouvons avoir des infections cutanées. Il y en a plusieurs types, des furoncles, des follicules qui peuvent apparaître sur la peau parce qu'on ne fait pas une très bonne douche. Devant tout le monde. Et une détente de la peau, quand on se lave, on se sent vraiment bien détendu, on a une fraîcheur au niveau du corps. Et puis, comme j'ai dit, du point de vue relationnel, cette hygiène permet de maintenir une image positive de soi par rapport à soi-même et par rapport aux autres et à toute la communauté. Merci de votre attention, c'était juste un peu de l'exposé. Pense le docteur Tony Mayaoula. Après des dates. Je me nomme Tony Mayaoula. Je suis médecin de formation.
En fait, quand je suis dans cette salle, ça me rappelle beaucoup de choses. Parce qu'il y a de cela plus de 15 ans. C'était en 2006. Donc ça fait déjà 17 ans. J'étais dans cette salle comme étudiant en deuxième doctorat. Donc quand je suis revenu pour être en fait sur la chaire, en 2006, j'étais assis là où vous êtes. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur que vous me faites. Et pour cela, je remercie beaucoup les organisateurs de cette manifestation, la planification familiale. Mais elle m'a dit, vous aurez que 30 minutes, vous devez le savoir, pour comprendre le fonctionnement du cycle menstruel. Il faut d'abord comprendre les appareils, les organes qui interviennent pour qu'il y ait cycle menstruel. Dès lors que vous avez compris comment est structuré ces organes, c'est là où vous allez aussi bien comprendre le fonctionnement du cycle menstruel. En troisième lieu, nous allons dire un mot sur le cycle menstruel, la fécondation, et pour enfin chuter avec une petite conclusion. Les indicateurs en santé sexuelle et reproductive dans notre pays sont vraiment alarmants. Nous avons constaté, après certaines études menées dans le pays, ici au Congo, dans notre pays, l'indice de fécondité, c'est-à-dire le pouvoir fécond, ou bien le fait que les parents donnent des enfants, ou bien les femmes mettent au monde, et se situe environ à 6,2. Donc dans un foyer, on peut avoir 6 au-delà d'enfants, dans juste un seul foyer ou bien dans une seule famille. Et une adolescente sur 5 est déjà mère. Pourquoi? Parce que peut-être par manque de formation, c'est que nous sommes en train de faire maintenant, c'est-à-dire vous donner l'information. Peut-être ces adolescentes-là n'ont pas eu la chance d'être informées et par accident, elle est tombée enceinte. Il y a la prévalence contraceptive moderne qui est de 18%. C'est une prévalence contraceptive faible. La population congolaise n'est pas informée des différentes méthodes contraceptives. Raison pour laquelle nous assistons aujourd'hui à des naissances incontrôlées. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi manque d'information. À part le manque d'information, il y a aussi refus de certaines femmes, de certaines dames d'utiliser les méthodes contraceptives. Plus grave encore, il y a certains prestataires, je dirais beaucoup de prestataires ne sont pas formés en planification familiale. Nous médecins, quand j'étais dans cet auditoire, c'est dans cet auditoire que j'ai eu un cours de gynéco-obstétrique. Il y avait un professeur, c'était le professeur Yanga, il est toujours en vie, qui m'a donné cours de gynécologie. Il nous a parlé, c'était juste un chapitre, la planification familiale, c'était juste un chapitre. Et il a balayé les chapitres, je dirais, dans une séance, il a fini. Et puis, or, dans la pratique, c'est vraiment toute une spécialité. Donc, il y a aussi un problème des prestataires qui ne sont pas formés en planification familiale ou n'ont pas des informations suffisantes sur la matière. C'est ce qui fait que la population congolaise, il y a une couverture très faible, une prévalence, je dirais, très faible de la contraception dans notre pays, qui est source de beaucoup de problèmes en santé sexuelle et reproductive. Entre autres, l'incapacité de contrôler les naissances. Il y a la mortalité maternelle. Si nous prenons 100 000 naissances, ça c'était une enquête menée en 2013-2014, EDES. Si nous prenons 1000 naissances hasard, nous tirons 1000 naissances, nous allons dénombrer, l'enquête en fait a démontré qu'il y a eu 846 décès maternels. Donc une femme qui est venue pour donner la vie, mais malheureusement elle perd la vie. Donc nous devons vraiment prendre à bras le corps les stratégies qui font à ce que cette mortalité maternelle puisse être réduite. Ça c'était l'enquête de 2013, l'enquête de 2018 a donné ces chiffres, 693 décès maternels pour 100 000 naissances. Donc, heureusement, jusque-là, avec les efforts que le gouvernement met en œuvre, ainsi que ses partenaires que nous sommes, la situation, je dirais, évolue positivement, mais nous sommes encore très loin. Il y a un taux de fécondité chez les adolescentes de 15 à 19 ans
des 109 naissances. Donc vous comprenez que les adolescentes mettent au monde, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de leur corps, ou soit ils ne sont pas informés pour être en mesure de contrôler leur corps. 100% des avortements à risque à travers le monde sont suivis par des adolescents et des jeunes filles de 15 à 24 ans. Et plus grave encore, la sexualité reste un sujet tabou. Les deux intervenantes qui m'ont précédé, ils ont dit, il y a un mot qui m'a beaucoup retenu, les règles n'est pas, je dirais, une infection. Les règles n'est pas une infection, c'est un fonctionnement normal de l'organisme. Donc parler des règles dans la famille, dans le foyer, auprès d'une personne, je dirais, intime ou bien une proche, n'est pas un problème, n'est pas un tabou. Mais malheureusement, dans notre communauté, dans notre société, nous avons rendu cela comme un tabou, que quand tu es pendant tes périodes menstruelles, tu dois, comme si tu dois s'éloigner des autres, tu dois en fait être l'objet des fois des moqueries ou bien d'évitement d'autres personnes de la société. Ça, c'est un sérieux problème. Nous qui sommes informés, vous et nous qui sommes informés, nous devons combattre ce genre de comportement, ce genre d'attitude. Les grandes lèvres, ce sont des répliques titaniques. Hein? Dans ces dessins ici, les grandes lèvres sont là. Juste après. Vous devez le savoir, pour comprendre le fonctionnement du cycle menstruel, il faut d'abord comprendre les appareils, les organes qui interviennent pour qu'il y ait cycle menstruel. Dès lors que vous avez compris comment est structuré ces organes, c'est là où vous allez aussi bien comprendre le fonctionnement du cycle menstruel. En troisième lieu, nous allons dire un mot sur le cycle menstruel, la fécondation, et pour enfin chuter avec une petite conclusion. Les indicateurs en santé sexuelle et reproductive dans notre pays sont vraiment alarmants. Nous avons constaté, après certaines études menées dans le pays, ici au Congo, dans notre pays, l'indice de fécondité, c'est-à-dire le pouvoir fécond, ou bien le fait que les parents donnent des enfants, ou bien les femmes mettent au monde, et se situe environ à 6,2. Donc dans un foyer, on peut avoir 6 au-delà d'enfants, dans juste un seul foyer ou bien dans une seule famille. Et une adolescente sur 5 est déjà mère. Pourquoi? Parce que peut-être par manque de formation, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est-à-dire vous donner l'information, peut-être ces adolescentes-là n'ont pas eu la chance d'être informées et par accident, elle est tombée enceinte. Il y a la prévalence contraceptive moderne qui est de 18%, c'est une prévalence contraceptive faible. La population congolaise n'est pas informée des différentes méthodes contraceptives. Raison pour laquelle nous assistons aujourd'hui à des naissances incontrôlées. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi manque d'information. À part le manque d'information, il y a aussi refus de certaines femmes, de certaines dames d'utiliser des méthodes contraceptives. Plus grave encore, il y a certains prestataires, je dirais beaucoup de prestataires ne sont pas formés en planification familiale. Nous médecins, quand j'étais dans cet auditoire, c'est dans cet auditoire que j'ai eu un cours de gynéco-obstétrique. Il y avait un professeur, c'était le professeur Yanga, il est toujours en vie, qui m'a donné cours de gynécologie. Il nous a parlé, c'était juste un chapitre, la planification familiale, c'était juste un chapitre. Et il a balayé les chapitres, je dirais, dans une séance, il a fini. Et puis, or, dans la pratique, c'est vraiment toute une spécialité. Donc, il y a aussi un problème des prestataires qui ne sont pas formés en planification familiale ou n'ont pas des informations suffisantes sur la matière. C'est ce qui fait que la population congolaise, il y a une couverture très faible, une prévalence, je dirais, très faible de la contraception dans notre pays, qui est source de beaucoup de problèmes en santé sexuelle et reproductive. Entre autres, l'incapacité de contrôler les naissances. Il y a la mortalité maternelle. Si nous prenons 100 000 naissances, ça c'était une enquête menée en 2013-2014, EDES.
Si nous prenons 1000 naissances hasard, nous tirons 1000 naissances, nous allons dénombrer, l'enquête en fait a démontré qu'il y avait 846 décès maternels. Donc une femme qui est venue pour donner la vie, mais malheureusement elle perd la vie. Donc nous devons vraiment prendre à bras le corps les stratégies qui font à ce que cette mortalité maternelle puisse être réduite. Ça, c'était l'enquête de 2013. L'enquête de 2018 a donné ces chiffres, 693 décès maternels pour 100 000 naissances. Donc, heureusement, jusque-là, avec les efforts que le gouvernement met en œuvre, ainsi que ses partenaires que nous sommes, la situation, je dirais, évolue positivement, mais nous sommes encore très loin. Il y a un taux de fécondité chez les adolescentes de 15 à 19 ans de 109 naissances. Donc vous comprenez que les adolescentes mettent au monde, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de leur corps, ou soit ils ne sont pas informés pour être en mesure de contrôler leur corps. 100% des avortements à risque à travers le monde sont subis par des adolescents ou des jeunes filles de 15 à 24 ans. Et plus grave encore, la sexualité reste un sujet tabou. Les deux intervenantes qui m'ont précédé, ils ont dit, il y a un mot qui m'a beaucoup retenu, les règles n'est pas, je dirais, une infection. Les règles n'est pas une infection, c'est un fonctionnement normal de l'organisme. Donc parler des règles dans la famille, dans le foyer, auprès d'une personne, je dirais, intime ou bien une proche, n'est pas un problème, n'est pas un tabou. Mais malheureusement, dans notre communauté, dans notre société, nous avons rendu cela comme un tabou, que quand tu es pendant tes périodes menstruelles, tu dois comme si tu dois s'éloigner des autres, tu dois en fait être l'objet des fois des moqueries ou bien d'évitement d'autres personnes de la société. Ça, c'est un sérieux problème. Nous qui sommes informés, vous et nous qui sommes informés, nous devons combattre ce genre de comportement, ce genre d'attitude. Donc, qui est situé juste en dessous de la vessie, qui produit ce qu'on appelle le cycle prostatique. C'est un sucre qui permet à ce que les spermatozoïdes puissent vivre dans un environnement favorable. Nous avons les pénis, qui est un organe de copulation, pardon. L'urètre a des fonctions, c'est-à-dire la miction, et puis l'éjaculation, c'est par l'urètre que les spermatozoïdes finissent leur course, après avoir transité par les épididymes, canaux déférents, canaux éjaculateurs, et puis l'urètre. Et puis les glandes de Cooper. Les glandes de Cooper, ce sont des glandes qui font assez que la petite quantité de urine qui était restée dans l'urètre puisse être neutralisée quand l'homme entre en érection pour en fait libérer les spermatozoïdes. Parce que si les glandes de Cooper n'existaient pas, les spermatozoïdes allaient trouver un terrain infecté par les urines et par conséquent toute la sémence de l'homme allait être détruite. Le troisième point, c'est le cycle menstruel. Tous les prérequis que nous avons en fait, je dirais liés tantôt, nous permettra en fait de comprendre cette partie. C'est quoi le cycle menstruel? Le cycle menstruel, c'est la période qui part du premier jour des règles au dernier jour des règles qui précède le prochain règle. Je me répète, le cycle menstruel, c'est la période qui va du premier jour des règles au dernier jour qui précède le prochain règle. Admettons que vous avez vu vos règles le 5 mars. Et les prochaines règles, vous l'avez vu les 4 avril. Les cycles menstruels, c'est la période qui va du 5 mars, le premier jour de votre règle, jusqu'au
3 avril. C'est ce qui pouvait être émis. C'est ce qu'on appelle cycle menstruel, parce que c'est un cycle. Après, ça revient, ça part, ça revient, ça part. Donc, ce cycle-là comprend des phases. Nous avons une phase qu'on appelle la phase proliférative. Excusez-moi, je me suis dit comment faire pour que cette phase puisse être appelée autrement. Mais malheureusement, la science a été écrite en français. Ce sont les occidentaux ou bien les anglo-saxons qui nous ont amené la science. Il n'y a pas vraiment des termes, je dirais, africains. Donc, retenez qu'il y a une phase qu'on appelle la phase proliférative et la deuxième phase, c'est la phase sécrétoire. Dans ces deux phases, il y a ce qu'on appelle des hormones qui gouvernent ou qui gèrent les cycles menstruels. Les cycles menstruels, c'est un phénomène hormonal en grande partie. En grande partie, le cycle menstruel est géré ou gouverné par les hormones, principalement des hormones. En périphérie, nous avons ce qu'on appelle, docteur Ornella a parlé de ça, nous avons la progestérone et les oestrogènes. Au niveau central, nous avons des hormones aussi. Une hormone qu'on appelle FSH, une hormone qu'on appelle FSH et une hormone qu'on appelle LH. Il y a un flux nerveux, une information qui part de ce qu'on appelle, je pense que vous avez entendu parler de l'hypothalamus. Il y a une information qui va de l'hypothalamus et l'hypothalamus en tant que glande va sécréter une hormone qu'on appelle GnRH. L'hormonologie, ça nous a embrouillé même pendant qu'on était sur le banc de l'université. Je ne veux pas vous donner la signification GnRH, mais retenez seulement GnRH. Ou soit retenez seulement l'hypothalamus va sécréter une hormone. Et cette hormone-là va aller au niveau d'une deuxième glande qu'on appelle hypophyse. L'hypothalamus se trouve au niveau de la tête, hein, l'organe en question, la glande en question se trouve au niveau de notre boîte crânienne. Va stimuler une deuxième hormone. C'est comme, je dirais, une étage. L'hypothalamus est là. L'hypothalamus est là, l'hypophyse en dessous. L'influx nerveux, l'enfant arrive à un âge où elle doit commencer à avoir ses règles. L'organisme lui-même, je ne sais pas par quel mécanisme, va envoyer un signal à l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, pouf, va sécréter cette hormone qu'on a appelée GnRH. Cette hormone-là va stimuler l'hypophyse, l'organe qui se trouvait en dessous de l'hypothalamus. Et la partie, parce que cette hypophyse a deux parties. Il y a une partie antérieure et une partie postérieure. La partie antérieure, retenez que l'hypophyse va commencer à sécréter maintenant deux hormones qu'on appelle LH et FSH. Ces deux hormones ici. Après, ces deux hormones, pendant la première phase, que nous avons appelée la phase proliférative, les ovaires, ça, vont commencer à se développer sous l'effet de ces deux hormones, les FSH et les LH, que l'hypophyse avait sécrété. Mais pendant la première phase, il y a une prédominance d'une hormone sur l'autre. C'est-à-dire, les FSH sera beaucoup plus en grande quantité par rapport aux FSH. Sous l'effet de ces deux hormones, ces ovaires ici vont grandir, vont atteindre ce qu'on appelle la maturité et vont commencer à se développer sous forme de follicules. Et ces follicules-là, après,
vont avoir maintenant la capacité. L'ovaire ici, c'est aussi une glande. Hein. L'ovaire va commencer à sécréter une hormone, deux hormones, je dirais toujours, qu'on appelle la progestérone et l'oestrogène. Maintenant, pendant la première phase-là, il y a aussi une hormone qui est prédominante au niveau périphérique. On a dépassé le niveau des l'hypothalamus. Mais je vais aller un peu trop vite parce qu'on m'a dit qu'il me reste que 5 minutes. Les ovaires vont commencer à sécréter les oestrogènes et la progestérone. Mais je disais qu'en grande partie, les oestrogènes. Les oestrogènes là vont faire en sorte que cette couche ici va prendre de l'épaisseur.